Alors bonjour, bon dimanche à tout le monde, auditeurs de CIBL 101.5 à Montréal. Un beau bonjour à ceux qui nous rattraperont un peu plus tard sur les différentes plateformes. C'est l'émission Autour du compte. Je m'appelle Francis Désilet. Aujourd'hui à l'émission, je reçois une comédienne, une auteure, une artiste de la parole, une femme impliquée, tant au niveau culturel que politique à une certaine époque. Elle compte autant en français qu'en portugais et c'est pourquoi j'ai envie de t'accueillir à ce micro en te disant Bem-vindo, Isabelle dos Santos. Obrigada, Francis. Alors, certains l'auront peut-être reconnu à ton nom de famille et le fait que je te dis bienvenue en Portugal. Tu es portugaise. Tu as fait des études au Conservatoire d'art dramatique de Lisbonne et tu quittes le Portugal pour t'installer par ici. Qu'est-ce qui t'a fait, qu'est-ce qui t'a poussé à partir? Bon, je demande toujours si c'est la version courte ou longue. Je pense qu'on pourrait faire la courte. C'est comme tu le Oui, sens. exactement. Alors, j'ai eu une bourse du ministère de la Culture pour venir faire une maîtrise ici en théâtre. Et puis, j'ai croisé une personne très importante, que j'ai trouvée très importante pour moi. Et voilà. Et même si je suis féministe et que j'haïs ce dicton qui dit qui prend pays, mari prend pays, mais dans notre cas, ça a donné de même. Et donc, voilà, à un moment donné, j'ai été installée ici à Montréal, ville que maintenant j'ai tatouée dans mon cœur et qui est ma ville aussi. Donc, débarqué par ici pour les études, enraciné par amour, puis aujourd'hui impliqué par conviction, et qui t'amène ici à ce micro parce que, comme je le disais, la comédie, le théâtre, le conte aussi, on s'est croisés dans quelques projets déjà. Euh, dans ton parcours, on voit que c'est d'abord le théâtre qui t'amène vers les arts, avec le conservatoire, ensuite l'UQAM, mais comment dans tout ça la pratique du conte est arrivée dans ton parcours artistique? Je te dirais que c'est l'enfance. Le conte pour moi, c'est C'est l'enfance. l'enfance? C'est ma grand-mère qui était une conteuse innée. Et c'est aussi l'écriture. J'ai déjà au Portugal, ça m'intéressait. Je viens de l'Algarve, qui est la région du Al-Andalou occidental, c'est-à-dire bon, cette région qui a été habitée par les Maures, les Arabes pendant 500 ans. Mhm. Ça laisse beaucoup de traces, 500 ans. C'est certain. Et donc la parole, les légendes. Et c'est de là, dans mon enfance, il y avait toujours beaucoup de figues à la cannelle et beaucoup de contes. Et c'est de là, c'est de ma grand-mère que ça me vient. Et ça a continué, même dans mes premières années en Algarve, quand j'ai créé le théâtre laboratoire de Faro. Le conte, parce qu'il est Est-ce tellement que... présent dans la vie du Sud, le conte était présent aussi. On a fait des recueils d'histoires magnifiques du Al-Andalou portugais. Tu as dit quand tu as créé, comment tu as appelé ça? Le théâtre Ok, laboratoire c'est ça. de Faro, oui. C'est un théâtre, c'est un Oui, théâtre oui, que tu as créé c'est ça. sur place là-bas. Et que tu as dû laisser derrière. Oui, mais comme c'est ça la vie. Ouais, les projets ouais, exactement. que l'on croit. Exactement. Aujourd'hui, pour toi, le conte, il représente quoi? Je, je peux te dire que ça représente énormément, mais que ça a été si... Je pourrais te dire que mon lien avec le conte ici, ça a été fondamental. Parce que j'écrivais aussi au Portugal, j'étais comédienne, mais j'avais une pratique d'autrice. Et quand je suis arrivée ici, je ne parlais pas, je parlais français depuis longtemps, mais je ne parlais pas le français d'ici. Et je n'étais pas capable d'écrire cette parole vivante qui était la parole d'ici. Le conte m'a permis, et c'est magnifique, de garder un lien à la parole écrite. Bon, le conte et la parole contée, on le sait, est dite, Oui. mais il y a toujours ce va-et-vient. On dit, on écrit, on dit, on écrit, c'est comme si on danse. Et le fait d'avoir ma voix de narratrice, ma voix de conteuse, me permettait de continuer à dire et à écrire des histoires.
Donc, ça a été pour moi très, très important parce que dans les premières années, je me disais, mais qu'est-ce que je fais de ma plume? À l'époque, il y avait encore des plumes, Oui. c'est ça. Ah ben, on écrit encore parfois la plume. Oui. Et voilà, et le conte m'a permis cela. Donc, est-ce que c'est une clé aussi pour comprendre un peu la culture? Tu parlais de la langue parlée, le québécois, si on peut dire, la parlure. Ça t'a permis aussi d'apprivoiser ça? Bah, la culture du Québec est tellement vaste et il y a tellement de cases et le conte traditionnel du Québec, je t'avoue que je suis jamais allée là parce que de toute façon, je ne domine pas cette parole et jamais de la vie je voudrais la rendre en caricature. C'est ça, c'est ça. Mais le conte traditionnel est large. Ça, j'aime ça. J'aime ça de parce toutes que les ça cultures parle. mondiales. Exactement. Parce que ça parle à tout le monde. Et de toute façon, on le sait bien, hein, dans toutes les cultures, il y a certains contes qui reviennent, qui sont là depuis, même avant que ces cultures-là se croisent. Donc, on le sait que le conte est avant tout et fondamentalement humain. Exact. Et il faut trouver, mais il faut trouver. Des fois, ça m'énerve. Ça m'énerve le conte traditionnel parce que c'est. Moi, la féministe, souvent j'accroche parce que c'est qu'est-ce qu'ils sont en train de dire. Ce conte est toujours une structure patriarcale d'une certaine façon, la propriété. Il y a plein de choses, mais il faut gratter. Il faut gratter, il faut aller plus loin. Et là, on trouve le mythe, on trouve quelque chose qui nous parle, comme tu disais, Francis, qui parle à tout le monde. Voilà. Est-ce qu'on a droit, selon toi, de réécrire des contes, de dire, bon, moi, j'aime pas que la femme soit subisse? Est-ce qu'on peut faire ça? Je pense que oui, Oui. ça dépend. Ça fait débat, c'est pour ça que je pose la exactement, question. peut-être les gens qui veulent un petit peu conserver un patrimoine musée diront que non, mais... De toute façon, il existera toujours sous cette autre forme-là, si on l'a modifié. Exact, mais pour les gens d'aujourd'hui, puisqu'on compte pour les gens d'aujourd'hui, je trouve que ça serait intéressant de prendre le fil qui est capable de nous conduire et d'intéresser les gens d'aujourd'hui. De toute façon, pour moi, c'est ça. C'est ça la quête. Oui, c'est ça la quête. Une des quêtes, oui, j'imagine. Exact. Et ton imaginaire est nourri de toutes sortes de façons. Comment ton imaginaire est nourri par le conte? Comme je disais, il y a toujours mon terroir à moi, l'Algarve, le Al-Andalus. Une racine profonde qui est encore bien vivante. C'est ça. Puis tous mes contes, ma grand-mère est toujours dans tous mes contes. C'est comme une structure poétique qui me permet d'y rentrer comme l'alter-narratrice, qui me permet de mettre le pied dans le conte. Après, je vais un petit peu partout dans le conte traditionnel et dans le conte témoignage. J'aime ça aussi beaucoup. Ce qu'on appelle aussi le récit de vie. Récit de vie, ça part de exactement. nous, on l'écrit, on l'étoffe et on le rend comme ça. Donc, on part de cette région dont tu as parlé. Ayant moi-même tenté l'aventure à quelques reprises, j'ai énormément de respect et surtout d'admiration pour les gens qui, comme toi, comptent dans une langue qui n'est pas leur langue maternelle. Tu comptes en français, tu es portugaise. Est-ce que tu vois une différence entre les deux quand tu racontes? Oui, tu as tout à fait raison. C'est un défi. C'est un défi, puis bon, qu'on prend par les cornes. Il le faut. Exactement. Ça dépend de notre personnalité, de notre rapport aux langues. Moi, j'ai toujours haï faire des fautes. Alors, dans mes premières années au Québec, je me rappelle que des fois, ça m'arrêtait de OK, est-ce un subjonctif? Comment je fais le verbe ici? Je ne voulais pas ça pour moi. C'est correct que les gens parlent comme elles veulent. Moi, je ne me retrouve pas... je perds le fil. Je perds le fil si j'ai l'impression que je ne parle pas comme il faut. D'autant plus en étant, je pense que quand tu es immigrante, c'est encore plus important, c'est un défi. Un défi, une signature aussi, peut-être. Exact. Et donc, pour moi, ça a permis finalement de
changer un petit peu de méthode. Au niveau de l'improvisation, j'ai une certaine aisance. Et donc au Portugal, quand je comptais là-bas, je n'avais pas besoin, j'avais besoin de connaître notre structure, tout ce genre de choses-là que font partie de la valise du compteur, Ouais. des outils, du coffre à outils des compteurs. On a d'un côté le texte appris par cœur et de l'autre côté la structure qu'on apprend et on se promène. Et même que moi, au Portugal, j'étais de celles qui disaient que le par cœur, c'est pour le théâtre. Pour le conte, c'est la structure, mais tu n'apprends pas un conte par cœur parce que il faut cette présence, cette capacité d'être avec les autres et de se permettre de sortir selon l'ambiance, selon ce qui t'entoure. Mais ici, j'ai été obligée d'apprendre certaines phrases par cœur. Oui. Alors, c'est comme ça que je tombais sur mes pieds. Si, à un moment donné, je m'en allais ailleurs, de regarder dans un autre coin du jardin, et puis, oups, il y avait un mot, un temps verbal qui m'échappait. Bon, j'avais toujours la façon, et ma grand-mère m'a aidée à ce niveau. Parce que comme il y a toujours cette narratrice cachée à moi, ben, quand Isabelle perd pied, la grand-mère est là pour dire, ben alors là, à ce moment, et d'habitude elle m'offre des figues et des amandes dans mon compte, évidemment, et on règle la situation. Une belle façon de retomber sur ses pieds. Ta préparation se fait comment selon la langue comptée? Est-ce qu'il y a une différence quand tu te Oui. prépares en portugais et en français? Oui. Ce serait quoi la différence? Euh, Évidemment, en portugais, mais c'est drôle que tu me poses la question, tu vois. J'allais répondre que c'est différent et peut-être que les deux se sont contaminés. Je Ah. suis la même personne, donc... Avec l'expérience aussi. Exact, une contamination. Et quand je compte en portugais, j'utilise quand même maintenant je mets les mêmes petits cailloux un petit peu partout où il y a le petit texte, la petite phrase, la petite idée à laquelle je peux m'accrocher pour pouvoir après continuer mon chemin. J'ai vu que tu parlais aussi anglais et espagnol là, dans tes CV artistiques. Est-ce que tu comptes aussi dans ces langues-là? Non, je ne suis pas capable. Non, c'est ça. Non, c'est C'est de les- la... Il faut, pour compter, il faut que tu saches que tu as un filet secret C'est ça. de sécurité partout. Plutôt, sinon, en anglais et en espagnol, ça serait du par cœur. Et ça, c'est plate et triste. En terminant ce bloc ici, il nous reste moins d'une minute. Le travail de l'artiste, c'est souvent la solitude de l'écriture, de la composition. Et ensuite, on se tourne vers le public et les collègues, parce qu'on a beaucoup de collectifs. Tu vis comment la solitude versus la rencontre, les rencontres qu'on fait encore? Très mal. Très Très mal. mal. Je ne suis pas une solitaire. D'habitude, je dis toujours que je suis plus intelligente quand je suis devant quelqu'un que seule dans mon bureau. Alors, quand je suis avec quelqu'un, les idées viennent naturellement, les unes après les autres. C'est comme les cerises. Quand la solitude me pèse, en fait, ma formation et ma vocation première étant le théâtre, c'est j'aime ça la gang, C'est ça. j'aime ça le groupe. Et c'est vraiment une chose qui me manque parce que dans le conte, effectivement, on est Il y a beaucoup de très travail, ça. solitaire. Discussion absolument passionnante, mais on va s'arrêter pour une chanson. Tu as choisi une chanson de Suzy Silva qui s'appelle Chanson pour une ville de l'album Fadaz. Christian, c'était Suzy Silva. Et maintenant, je te cède l'antenne, le micro et la place, Isabelle, pour un conte que tu as décidé de nous faire. À toi. Oui, et c'est un conte que je fais souvent avec le compagnon de vie, le mari de Suzy, qu'on vient d'entendre, José Bridge, qui est un musicien de guitare portugaise et qui accompagne souvent mes contes, La soupe aux cailloux, Fred du jour et d'autres contes. Il est toujours là avec cette mélodie de fado qui, je pense, qui est très proche de l'énergie aussi de mes contes.
Alors, allons-y. J'ai pensé partager avec toi un conte qui s'appelle La Belle du Nord au pays où il ne neigeait jamais. Alors, ça va comme ça. À l'heure où les cigales et les criquets commencent à chanter, elle nous appelait, toujours dans le même ordre. Joanne, Joaquin, Bernarda, José, Louise. Nous accourions. On prenait place sous la pergola de vigne dans sa grande cour. Et puis on attendait qu'elle plie son drap de lin, qu'elle caresse le chien, qu'elle ajuste ses lunettes. Puis elle disait les mots magiques. Era uma vez. Il était une fois. Et là, tout pouvait commencer. Un soir, elle nous a dit, aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire vraie. Oh, j'étais déçue. Les histoires vraies sont rarement les plus belles, mais elle a insisté. Il y a longtemps, au sud-ouest de l'Europe, il existait un petit royaume qu'on appelait Algarve, un pays de lumière, de figuiers, d'amandiers et de mer. Ce royaume était gouverné par un jeune prince, le prince Almira, un prince sage, aimé, et pourtant toujours inquiet. Un matin, il s'est réveillé avec un désir, partir. Il voulait aller voir le monde pour comprendre ce qu'il y avait au-delà des collines de l'Algarve. Et puis, il est parti. Il a voyagé longtemps, à cheval, en bateau, à pied, à travers les royaumes, les langues, les visages inconnus. Toujours plus au nord, jusqu'au jour où il est arrivé dans un pays froid, un pays de forêts profondes et de neige. C'est là qu'il a rencontré Erika. Oh, Erika. Elle avait grandi dans un monde blanc, silencieux, le monde de l'hiver. Erika et Amira ne parlaient pas la même langue, mais ils se comprenaient si bien. Je t'aime, disait le prince dans sa langue à lui. Je t'aime, répondait la princesse dans sa langue à elle. Et ça suffisait parce qu'ils étaient vraiment en amour. Puis, ils se sont mariés. Et Erika a suivi le prince jusqu'en Algarve. À cette époque-là, c'était comme ça. Ma grand-mère faisait une pause dans son conte. Elle tenait à nous dire qu'aujourd'hui, les choses ont changé. Les femmes travaillent, ont une vie et surtout ont leur mot à dire et ne suivent pas toujours le mari. Même que, bon, parfois, c'est le mari qui suit la femme. Et c'est très bien ainsi, disait ma grand-mère avant de continuer son conte. Erika a tout de suite aimé ce nouveau pays, le Algarve. Oh, la lumière, les collines, la mer. Mais quand l'hiver est arrivé, quelque chose s'est brisé en elle. Chaque matin, la princesse se levait, traversait la chambre encore froide et allait à la fenêtre, pleine d'espoir. Elle regardait les collines, les oliviers, le ciel. Elle attendait, mais rien. Dehors, les collines restaient vertes, les oliviers ne se couvraient pas de blanc. Il ne neigeait pas un seul flocon. Alors, jour après jour, quelque chose en elle s'éteignait. Elle devenait de plus en plus triste, silencieuse. Le prince était inquiet. Il a appelé tous les médecins. Rien n'y faisait. Jusqu'au jour où un vieux sage, un voyageur turc, un turc, s'est présenté au palais. Il est entré dans la chambre et il est ressorti et il a dit « Erika, la princesse, n'est pas malade du corps, elle est malade de l'âme. Sa maladie s'appelle saudade. C'est une nostalgie si forte qu'elle peut briser le cœur. » Le prince a pâli.
Que dois-je faire? Que dois-je faire? Le sage a alors sorti de son sac une poignée de noix complètement inconnues. Et il a dit au prince de s'aimer ces étranges noix partout autour du château, sur toutes les collines, jusqu'à la mer. Le prince a obéi. On a semé ces graines venues de loin sur toutes les collines, dans les champs autour du palais. Et puis, on a attendu. Le prince, lui, restait à côté d'Erika. Tiens bon, ma princesse, attends jusqu'au printemps. Puis un matin, la princesse a ouvert les yeux. La lumière était différente. Elle s'est levée. Elle est marchée jusqu'à la fenêtre. Et là, elle a vu les collines de l'Algarve étaient devenues blanches, comme la neige. Mais ce n'était pas de la neige, c'était des fleurs, des milliers de fleurs d'amandier. Alors la princesse a souri et son cœur s'est apaisé. Depuis ce jour, en hiver, au sud du Portugal, en Algarve, les amandiers fleurissent. On dit que c'est pour rappeler à celles et à ceux qui vivent loin de la terre que les a vus naître, que la saudade n'est pas seulement une peine à porter, mais une force qui nous met en mouvement. Merci beaucoup, Isabelle. On se retrouve ce soir à l'émission, au bar Le Jockey pour les dimanches du conte. Je mélange les deux choses. Et si vous voulez avoir un billet gratuit ce soir, le mot à utiliser sera celui que je te donne. Obrigado. Obrigada, Francis. Merci beaucoup. Restez en place pour l'émission Excusez-la avec Marc Bolduc. À la semaine prochaine.